de l'UNSA. Bon, très bien. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Bien, Mesdames et Messieurs, bonjour. Chers collègues, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui les travaux de notre mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre formation. Et nous procédons aujourd'hui à l'audition de syndicats d'enseignement supérieur, dont nous remercions les représentants présents ce jour d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons donc Madame Maria Susanna Seguin, membre de la qualité de la science française, QSF, maître de conférences en littérature française du XVIIIe siècle à l'université Paul Valéry de Montpellier. Monsieur Laurent Coste, membre de la CFE-CGC, professeur d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne. Monsieur David Réau, enseignant à l'université Paris-Saclay, coordinateur des actions de l'AMI CMA Campus de l'industrie circulaire de la mobilité. Monsieur Rémi Boulle, enseignant en informatique et mathématiques à l'IUT de Blagnac, et tous deux membres du bureau national du collectif 384. Et enfin, messieurs Jean-Marc Sicouteau, délégué syndical central chez Leroy Merlin et conseiller du président de la CFTC sur les questions d'IA, monsieur Paul Dumont, conseiller technique et attaché du groupe CFTC au Conseil économique, social et environnemental. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. En février 2026, une enquête Ipsos menée auprès des étudiants pour l'École pour l'informatique et les techniques avancées, EPITA, a mis en lumière une intégration massive de l'intelligence artificielle dans les usages académiques. L'IA est désormais profondément ancrée dans la vie des étudiants. 48% d'entre eux s'en servent quotidiennement. Je pense que ce chiffre est sous-évalué. Et 50% affirment qu'il leur serait difficile de s'en passer. Certaines dérives ont été mises en lumière, bien sûr. Si les étudiants affirment utiliser l'IA avant tout pour comprendre des concepts difficiles et comme une aide à la révision, beaucoup s'en servent aussi pour tricher, si ce terme est un peu brutal, mais enfin, il faut l'utiliser. Au total, 47% des étudiants admettent l'utiliser pour des exercices, même lorsque c'est explicitement interdit. En théorie, l'IA générative peut permettre au système de l'enseignement supérieur de personnaliser l'acquisition des savoirs comme jamais auparavant, par exemple en accordant à chaque étudiant un tuteur personnel. Que vous inspire une telle perspective? Y voyez-vous une menace pour l'autorité et la respectabilité des enseignants? Un risque de substitution? Ne faut-il pas au contraire considérer que les jeunes esprits en formation auront toujours besoin de la médiation des adultes pour les guider dans leurs études? Si les potentialités sont nombreuses, on ne peut ignorer l'utilisation des systèmes d'IA à des fins de triche ou de paresse. Comment faire en sorte que les étudiants ne perdent pas l'habitude de penser par eux-mêmes, de s'exprimer à la première personne? N'existe-t-il pas d'ores et déjà un risque de dépendance à ces outils, par ailleurs fort consommateurs en énergie? Enfin, peut-être pourrez-vous nous dire un mot de l'utilisation de cette technologie par les enseignants eux-mêmes, l'attention se focalisant bien souvent sur les seuls étudiants. Donc, mesdames et messieurs, le fonctionnement de notre mission est toujours le même, il est traditionnel. Vous avez la parole pour des propos liminaires de 5 minutes à peu près, par organisation, par organisme, de manière à, enfin, je vous demanderai d'être assez concis de manière à permettre à Madame Calvez, rapporteure, de vous poser les questions qu'elle a préparées à votre attention. Je vous remercie et je vous cède la parole dans l'ordre que vous souhaiterez. Merci beaucoup. Donc, je représente Qualité de la science française, qui n'est pas un syndicat, mais une association. Nous menons sur la question de l'IA une réflexion régulière depuis 3-4 ans, puisque nous sommes confrontés régulièrement à l'utilisation de l'IA par nos étudiants, comme vous le rappeliez. Je dirais que c'est même plus de 47%. C'est 47% qui l'avouent. Mais l'utilisation est récurrente et nous sommes souvent démunis parce que les outils dont nous disposons pour la détection des usages de l'IA sont insuffisants et légalement inopérants, puisque nous ne pouvons pas nous en servir pour sanctionner éventuellement les étudiants. Il faut obtenir de leur part la reconnaissance de l'utilisation de ces outils, sinon cela ne marche pas. Nous sommes également confrontés à une réalité avec laquelle il faut faire désormais. On ne peut pas fermer les yeux devant l'utilisation de l'IA, mais nous avons justement
consulter des personnes qui travaillent sur les IA, des philosophes qui réfléchissent sur les questions anthropologiques, éthiques, épistémologiques liées à ce défi technologique, qui est certes un outil de plus, et comme tous les outils susceptibles d'un bon ou d'un mauvais usage, mais c'est un outil dont la puissance entraîne des conséquences peut-être qui vont bien au-delà de celles d'autres technologies auxquelles nous avons été confrontés ces derniers temps. Nous nous inquiétons donc sur les usages de l'IA par nos étudiants et sur ce que cela peut entraîner, non seulement au niveau de leur acquisition de connaissances, mais aussi de leur formation en tant que futurs professionnels et surtout futurs citoyens. Il ne s'agit pas seulement, je regardais le questionnaire que vous nous aviez envoyé, et cela peut avoir un impact sur la réussite des étudiants, mais je me demande qu'est-ce que c'est la réussite ? Qu'est-ce qu'on entend par la réussite à l'université ? Est-ce que c'est juste valider des examens ? Certainement, ça peut aider à avoir de meilleures notes, mais est-ce que cela voudra dire pour autant que ces étudiants auront acquis les connaissances et les compétences qui vont les préparer à exercer des métiers, à s'insérer dans la société, à transmettre à leur tour des valeurs au-delà des connaissances qu'ils ont acquises et à devenir des citoyens à part entière dans la société. Nous nous inquiétons également au niveau des enseignants, d'une part par le manque d'information et de formation dont nous disposons. Nous sommes de plus en plus écrasés par des tâches administratives, par une surcharge d'heures d'enseignement, et nous n'avons pas souvent le temps de nous former à ces compétences, sauf pour ceux qui avons la possibilité de le faire par le biais de nos propres recherches. Nous manquons cruellement d'outils pour faire face à cette réalité. Et nous nous inquiétons aussi sur les conséquences que cela peut avoir au niveau de nos recherches. Non pas parce que l'intelligence artificielle n'est pas un outil très intéressant et très utile pour les recherches, notamment pour tout ce qui est exploration de vastes corpus de data. Moi, je viens des lettres, donc nous ne développons pas, nous ne codons pas, mais nous essayons d'interpréter les documents du passé, et cela peut en effet être très utile. Mais l'utilisation des data, dans le contexte actuel qui est celui de l'open source, des sciences ouvertes, auxquelles nous adhérons par principe, la science n'appartient à personne, le savoir est à tout le monde, nous expose aussi au pillage intellectuel des données que nous publions de façon ouverte. Et nous nous inquiétons également au niveau des futurs enseignants, et notamment de ce qui se passe pour les thèses qui sont diffusées sur Internet et au niveau du Conseil national des universités, sur ce que cela peut entraîner au niveau de la qualification des futurs enseignants universitaires. Enfin, pour répondre à la question que vous posiez dans le questionnaire sur le fait que si l'intelligence artificielle peut rendre plus intelligent, je me demande mais de quelle intelligence on parle ? On parlait tout à l'heure avec nos collègues, j'ai bien aimé, il y a toute une série de questions rhétoriques qui pourraient servir de base à un cours de stylistique. Les réponses sont implicites dans votre questionnaire. Et en tant que représentant d'une association qui réfléchit à la qualité de la science, nous aimerions qu'on nous donne les moyens justement d'avoir une réflexion plus large, une connaissance de l'intérieur de l'utilisation de ces outils et de pouvoir mener une réflexion plus large sur les conséquences scientifiques, les conséquences éthiques et épistémologiques de l'utilisation de l'IA. Et nous aimerions aussi qu'on pense que tous ces outils qui sont absolument extraordinaires d'accompagnement individualisé doivent être pensés aussi au niveau de l'accessibilité des personnes handicapées, qui n'ont pas toujours accès aux outils numériques, et des personnes qui relèvent de l'électronisme, parce qu'on laisse de côté toute une partie de la population qui n'a pas accès aux outils numériques, ou qui n'est pas formée pour les outils numériques, ou qui, par des questions parfois idéologiques, parfois d'âge,
ne maîtrisent pas ces outils-là. Donc, devant l'arrivée de cette masse d'instruments, de bots, d'assistants personnels, on s'interroge aussi sur les conséquences que cela peut avoir à ce niveau-là. En somme, pour QSF, nous ne sommes pas fermés à l'utilisation de l'IA dans les 3 catégories que vous définissiez, et nous ne demandons qu'à être associés en tant qu'enseignants universitaires sur les utilisations pour la recherche, pour l'enseignement et au-delà, sur l'utilisation sociale, les conséquences sociales et sociétales que peut avoir cette nouvelle technologie. Merci beaucoup. Merci à vous. Allons-y. D'autres contributions, d'autres propos liminaires? Oui. Madame la rapporteure, Monsieur le Président, la CFE-CGC vous remercie d'abord de l'avoir conviée à cette audition. Nous remettrons très rapidement nos remarques au questionnaire que vous nous avez transmis pour faciliter le travail de votre commission. Alors l'intelligence artificielle, elle est une réalité dans nos vies personnelles et professionnelles. Elle suscite, comme toutes les innovations, à la fois des phénomènes d'adoption, d'enthousiasme. De notre côté, des phénomènes de refus, de recul, voire pour certains de nos collègues, d'objection de conscience face à une technologie qui est par exemple très coûteuse au point de vue consommation énergétique et d'autres aspects. Nous sommes confrontés dans notre vie professionnelle de manière régulière, tant au niveau des étudiants que de nos collègues, à cette nouvelle technologie. Il faut un temps d'adaptation, mais nous avons connu la mise en place de l'Internet, l'utilisation aux usages multiples des applications des téléphones portables. Donc, je veux dire, il y a un processus en cours et pour mener un certain nombre d'analyses, nous manquons peut-être encore un peu de recul. Mais en tout cas, c'est un processus qui est à l'œuvre. Alors, il y a plusieurs éléments dans votre questionnement, celui par exemple des étudiants. Celui des étudiants qui utilisent effectivement beaucoup pour trouver des informations de manière plus rapide, parce que c'est un des atouts de cette technologie, la rapidité d'accès à l'information. Mais avec aussi le risque, qui a été bien étudié par les psychologues et les neurologues, de la recherche du moindre effort. C'est-à-dire de faciliter le travail et de mettre son nom au bas d'un document, d'un exposé qui en fait n'est pas le sien. Et il y a, alors c'est un élément qui peut être intéressant à aborder au cours des prochains mois et des prochaines années, il y a en ce moment un flou juridique. Puisque si on prend par exemple un jugement du tribunal administratif de Montreuil d'octobre 2025, qui a été saisi par une étudiante dont le travail avait été sanctionné pour utilisation frauduleuse de l'intelligence artificielle, eh bien, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments probants et qu'on pouvait donc utiliser un certain nombre d'arguments qui étaient présentés par l'université. Qu'avait fait l'université pour étudier ce dossier, pour attaquer cette étudiante? Ils avaient utilisé eux-mêmes l'intelligence artificielle sur le même sujet, avait abouti à un résultat similaire. Ils avaient présenté un plan qui était également similaire. Le professeur qui avait dirigé le mémoire considérait que le style du travail écrit ne correspondait pas au style habituel de l'étudiante dans ses productions précédentes. Et d'autre part, lors de l'audition, lors de la soutenance de ce mémoire, on voyait qu'elle ne maîtrisait pas. Donc, la sanction a été maintenue. Inversement, au mois de mars dernier 2026, tribunal administratif de Paris, mais situation à peu près similaire. Qu'a dit le tribunal? L'université Paris Panthéon-Sorbonne n'a pas fait de règlement antérieur précisant les conditions d'utilisation, et donc on ne peut pas sanctionner quelqu'un, puisque si nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il qu'il y ait une loi. Donc il semble qu'il faille aller dans cette direction. Alors les inquiétudes, au-delà, je dirais, de la fraude ou d'une utilisation un peu non éthique de cet outil, la crainte, effectivement, c'est que les étudiants ne puissent plus savoir apprendre, qu'ils se reposent trop facilement sur une production qui présente des biais, qui présente aussi des erreurs. Hallucinations, mauvaises références bibliographiques, création. Donc ça suppose, pour l'utilisateur, d'avoir une connaissance du sujet qu'il traite pour pouvoir contester ce que lui propose l'intelligence artificielle, et qu'il ait aussi un esprit critique. Donc ça, c'est un élément qui doit jouer un rôle important à l'avenir
dans la formation des étudiants. Il nous semble aussi qu'il faudrait que les établissements, les organismes de recherche mettent en place des chartes d'utilisation. Alors, en ce qui nous concerne, on est très attaché à la liberté académique. Les disciplines sont différentes, les sciences humaines, les sciences dures. Et donc, il ne faut pas, nous semble-t-il, qu'il y ait un organisme centralisé qui donne une règle uniforme, mais qu'au niveau de chaque école doctorale, de chaque établissement, le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, eh bien, les structures qui ont en charge la recherche réfléchissent et mettent en place des structures adaptées à l'établissement et à la discipline. Pour les collègues, alors effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée, mais avec des variantes selon les disciplines, selon aussi, je dirais, l'âge des collègues. Il sera plus facile à un jeune maître de conférence, un jeune chercheur, de s'adapter à ce nouvel outil que, je dirais, des collègues qui sont plutôt en fin de carrière et qui ne jugent pas nécessaire de suivre ce mouvement. Donc, des situations extrêmement variées. Là aussi, c'est l'éthique qui compte. C'est l'éthique. De même qu'il y a pu y avoir des cas de plagiat, il peut y avoir un recours abusif à l'intelligence artificielle. Et si on peut admettre l'utilisation de cet outil pour traiter des bases de données, pour balayer la production historiographique, bibliographique, il nous semble que marquer son nom au bas d'un article, d'un ouvrage dont on n'est pas l'auteur, représente quand même un défaut éthique majeur. Et je pense qu'il faut sensibiliser nos collègues à ce problème très important. Ce sera le cas, je pense qu'il faudra le faire là aussi au niveau local. Voilà, si vous voulez, quelques éléments que nous voulions porter à votre connaissance et nous sommes bien sûr disposés à répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. C'est bon. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, nous allons faire un propos liminaire à deux voix avec mon collègue Monsieur Boule au nom du collectif 384, qui est un syndicat qui rassemble les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec en son sein essentiellement des enseignants du supérieur et des contractuels. La question qui est posée aujourd'hui par cette mission d'information, elle est évidemment essentielle. Elle appelle une clarification immédiate, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un nouvel outil lambda, c'est un outil qui amène un changement de paradigme important dans la manière dont les savoirs sont produits, diffusés et acquis. L'IA, on l'a dit, est déjà présente massivement dans l'enseignement supérieur et puis elle est utilisée de manière importante par les étudiants. L'un des enjeux, c'est de comprendre comment intégrer intelligemment cet outil dans les apprentissages. Alors, l'IA est un outil qui permet de générer des synthèses, de proposer des exemples, de construire des exercices progressifs. Dans ce sens-là, c'est un outil dont les enseignants peuvent se saisir pour pouvoir appuyer l'étayage nécessaire pour la progression des étudiants. Certains enseignants s'en sont saisis très vite. Effectivement, ça dépend un peu des domaines. Je pense que les domaines scientifiques s'en sont saisis un peu plus rapidement. Mais une chose est claire, c'est que vu la vitesse à laquelle ce type d'outil évolue, il y a un besoin réel de formation structurée, accompagnée de l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ce sujet. On pourrait penser que comme l'IA crée des contenus, finalement, il n'y a plus besoin d'enseignants. Je voudrais juste rappeler un élément sur l'apprentissage. L'apprentissage ne commence pas tout à fait là où on croit. Il y a une étape qui est de savoir que l'on ne sait pas. Lorsque l'on sait que l'on ne sait pas, à ce moment-là, on peut utiliser des outils pour essayer d'apprendre des choses nouvelles. Mais avant ça, il y a une étape, c'est ignorer même que l'on ne sait pas. Et à ce moment-là, on ne peut pas découvrir un sujet si on ignore même que son existence. Et donc là, le rôle des enseignants, il est essentiel pour pouvoir faire découvrir des méthodes, faire découvrir des champs disciplinaires, mettre de l'intérêt sur l'ensemble des champs existants. Donc l'enseignant ne se contente pas de répondre, il fait émerger des questions, il ouvre des perspectives, il fait découvrir des domaines, il structure les savoirs. L'enseignant est là aussi pour animer un collectif apprenant au sein du groupe, au sein de la classe, de telle manière à ce qu'il y ait une dynamique sociale qui puisse se mettre en place. Je voudrais aussi insister sur les mécanismes de l'apprentissage. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle repose en grande partie sur les réseaux de neurones, ça s'est inspiré du fonctionnement humain.
dans le fonctionnement humain, pour qu'il y ait un développement synaptique, il faut qu'il y ait un passage un grand nombre de fois de la même information ou d'une information qui soit proche. Et ça passe aussi par le mécanisme de l'erreur. Et sur cette notion d'erreur, l'IA, les outils d'IA qui existent actuellement, en général, elles ont tendance à réduire un petit peu les erreurs qui se sont faites, c'est-à-dire que l'IA a tendance à dire que la personne qui a mis le prompt a raison et ne dit pas suffisamment que la personne se trompe. Et ça, c'est gênant, parce que ça peut laisser penser à l'étudiant, à l'apprenant, qu'il a bon alors qu'il a tort en réalité. Et ce mécanisme d'apprentissage par l'erreur, il est indispensable. C'est lui qui va permettre de comprendre, qui va permettre d'ajuster, qui va permettre de progresser. Un autre risque pour les étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est d'être uniquement en tant que consommateur de réponses. Et il y a là quelque chose d'important, c'est de savoir quelle est l'intention qui est mise par l'étudiant lorsqu'il utilise l'IA. Est-ce qu'il veut simplement avoir une réponse pour pouvoir faire un copier-coller et avoir une bonne note, ou est-ce qu'il a une réelle volonté d'apprentissage derrière? Et en fonction de cette intention, on a un mécanisme cognitif qui va être différent. Il y a là derrière quand même un parallèle intéressant à faire pour les enseignants, de former à la métacognition. Les mécanismes d'apprentissage de l'IA fonctionnent sur un mode relativement proche de celui de l'intelligence humaine. Et là, apprendre comment fonctionne l'IA, pas seulement à l'utiliser, comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle a été entraînée, ça peut permettre aux étudiants aussi de comprendre comment eux, ils apprennent et de pouvoir les engager dans leurs apprentissages. Et là aussi, il y a un rôle essentiel de l'enseignant de pouvoir accompagner à cette métacognition. Le rôle de l'enseignant, ce n'est pas juste de transmettre et d'accompagner, mais c'est de faire comprendre aux étudiants de faire cet effort. Et puis, notre rôle ne se limite pas à la transmission. Nous sommes là dans l'enseignement supérieur pour pouvoir former des citoyens qui seront acteurs demain de la nation. Et on est là aussi pour leur faire prendre de la hauteur, faire prendre un esprit critique. Et là, notre rôle reste essentiel. On pourrait aussi penser que pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose d'innovant, on n'a pas besoin de connaissances de base. Ça, c'est un truc qui est complètement faux. Dans les écoles d'art, par exemple, là où on essaye de créer des choses nouvelles, la première chose que l'on fait, c'est apprendre ce qu'ont fait les grands maîtres, à apprendre les fondamentaux. Parce que, en fait, la création ne naît pas du vide. Et donc là aussi, il y a un besoin des enseignants pour pouvoir vérifier la réalité des acquis, la réalité des connaissances des étudiants. Et donc tout ça, former, accompagner, évaluer, ça nécessite des moyens humains, ça nécessite un investissement financier, mais c'est un investissement pour l'avenir de la nation. On ne pourra pas répondre à ces enjeux en fragilisant les moyens d'enseignement supérieur, ce qui est le cas actuellement. Et ça suppose aussi une reconnaissance de l'ensemble des personnels qui sont dans l'enseignement supérieur. Et en particulier au collectif 384, on milite contre les écarts de traitement qui existent entre des enseignants-chercheurs et des enseignants, alors que le travail engagé par les enseignants du supérieur auprès de leurs étudiants est reconnu par tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Voilà, et je laisse la parole à mon collègue, M. Boule. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs. Je poursuis sur la partie production des savoirs, puisqu'il y a peut-être un angle mort là-dessus au niveau de la recherche, dont l'impact sur la production des savoirs est quand même connu. En recherche, l'IA aide d'ores et déjà à quasiment automatiser des états de l'art, identifier des tendances dans des bases bibliographiques qui peuvent être assez massives. Ça permet aussi d'aider à générer des hypothèses. Il y a des travaux récents de mathématiciens, dont Terence Tao, qui a été médaille Fields de 2016, je crois, enfin, excusez-moi, la date, je ne suis pas très sûr, qui, dans 2 publications récentes, a signalé qu'il avait utilisé ChatGPT comme modèle pour l'aider comme outil d'exploration, pour affiner ses hypothèses. Un autre mathématicien aussi, Freddy Manners, bon, je ne vais pas donner tous les noms, a aussi utilisé cette fois-ci Gemini. Donc c'est assez récent, donc c'était un amplificateur. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, l'humain, au final, a toujours supervisé, structuré, c'est lui qui a donné du sens au final. Mais c'est des articles qui ont été pas mal repris avec un contenu de pointe, en fait, puisque c'est quand même des mathématiciens de premier plan. Ça, c'est un exemple un peu que l'IA peut aussi aider. Ce n'est pas forcément négatif dans le SR, même s'il y a plein de garde-fous que vous avez
très bien signalé. Ensuite, pour la partie diffusion des savoirs, comme vous l'avez indiqué, comme l'a indiqué mon collègue, l'IA donne effectivement un accès direct au savoir, mais en fait, elle fournit que de l'information mise en forme. Ce n'est pas de la connaissance, hein, c'est juste de la data structurée. Mais par contre, un point intéressant dans la formation du futur citoyen, du ou la future salariée, c'est que l'effort cognitif ne disparaît pas pour autant, si tant est qu'on ait l'intention, hein, comme disait mon collègue. Il se déplace plus vers un contrôle critique des productions de l'IA. Et ça, ce sont des compétences qui me semblent majeures et beaucoup plus exigeantes, en fait. Puisque si on automatise beaucoup de choses, au final, il va rester à l'humain les choses qui sont difficiles à gérer. Donc là, c'est quelque chose, je n'ai pas la réponse maintenant, on va y réfléchir plus en détail. Donc voilà, cette partie-là, c'est un point de vigilance. Je ne reviendrai pas sur la partie souveraineté des données qui ont été évoquées déjà par ma collègue de QSF, puisqu'on a des données qui transitent sur des serveurs situés dans des juridictions extra-européennes. Donc ça peut poser des soucis de RGPD, accès, pillage intellectuel, etc. Donc c'est bien. Je fais un focus quand même sur un point particulier, puisqu'on a beaucoup parlé des IA génératives jusqu'à maintenant, c'était le sujet de la table ronde d'ailleurs. Mais là, récemment, est sorti depuis, on va dire, décembre, l'IA agentique. Donc on est quand même à un autre stade. Là. Et là, ce n'est pas simplement une nouvelle version. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas débattre uniquement de l'IA, d'hier, sachant que hier, c'était en décembre. Les IA agentiques peuvent, par un agent autonome sur ordinateur, je ne vais pas citer des marques, on peut leur déléguer la totalité du processus intellectuel. Ce n'est pas simplement interagir avec un bot qui sait à peu près tout. Ça permet de rechercher de l'info, ça on sait déjà faire, structurer, ça permet de rédiger surtout. Hein. Ce n'est pas juste par copier-coller, ça va interagir avec notre texte, ça peut itérer sur des documents, ça peut produire de l'auto-évaluation. Donc je pense que nos politiques publiques, à quel que soit le niveau, doivent tenir compte de cette nouvelle réalité. Et là, il y a une transformation massive qui me fait dire que dans le paysage de l'enseignement supérieur, il y a un point qui nous semble assez ignoré, c'est qu'il y a un déséquilibre structurel entre la valorisation de la recherche et la valorisation de la partie enseignement et pédagogie. Et cette partie-là va être fondamentale pour les enjeux futurs autour de l'IA, notamment les IA agentiques, et je ne sais quelle version qui va arriver dans le futur. Ça va très vite. Hein. Pour anecdote, mes supports de formation, ils évoluent tous les mois. Là. Je peux pas, sur l'IA, je suis obligé de suivre le train. Donc c'est assez compliqué. Et dans cette expertise pédagogique nécessaire, comme l'a dit mon collègue, dans l'université, il y a quand même 13 000 personnels qui sont des enseignants du supérieur, qui font un plein temps d'enseignement, qui n'ont pas de mission de recherche, et dont je fais partie. Ce sont des personnels qui seront ravis d'appuyer les efforts un peu de transition, d'adaptation, des maquettes de formation, des offres de formation, des modalités d'évaluation aussi, pour encaisser ce choc en fait, et pas seulement se contenter de rejeter. Donc c'est des compétences qui nous semblent indispensables. On alerte aussi sur la tendance qu'il y a eu par le passé avec des plans d'équipement massifs. On ne pourra pas s'en sortir, à mon avis, avec du technosolutionnisme, hein, si vous m'excusez le barbarisme. Il faut mettre sur le terrain des humains, des pédagogues, des didacticiens pour vraiment évoluer à notre temps. Voilà. Donc je terminerai par quelques orientations que nous avons sélectionnées, 3 orientations possibles. Hein. Ce n'est pas un plan d'action pour le SR, je n'aurai pas du tout cette prétention-là, mais ça donne des lignes pour la suite de la table ronde. Donc il est important dans les évaluations en premier, puisqu'on en a parlé abondamment, d'essayer de trouver des moyens de rendre visible le cheminement intellectuel des étudiants, la réflexion, le raisonnement, et pas seulement la production finale. Donc c'est peut-être lourd à mettre en place. Ça peut passer par des oraux, ça ne passe pas forcément à l'échelle dans certaines universités, surtout avec des promos à 300 étudiants, mais peut-être pour certaines ça peut passer plus facilement. Des travaux pratiques, bref, tout ce qui consiste à évaluer le raisonnement. Et pour paraphraser l'UNESCO qui est mentionné dans le rapport sur l'IA et l'enseignement supérieur, il semblerait qu'effectivement il y a un consensus sur les 4 compétences du XXIe siècle. C'est les 4 C, hein, pensée critique, communication, collaboration et créativité. Donc voir comment notre offre de formation globale, que ce soit l'enseignement supérieur ou la recherche, s'adapte à ces enjeux-là. Deuxièmement, il nous semble clair qu'il faut investir dans des solutions publiques, sous licence libre si possible, open source. Sachant que dans l'IA, l'open source, ça veut dire beaucoup de choses et peu à la fois. Il faut clarifier un petit peu ce schéma-là. Hein. Il y a une initiative européenne, on pourra en parler après à ce sujet qui est intéressante. Mais il est important que nous ayons des
enfin, de ne pas reproduire l'erreur qu'on a pu accomplir avec les GAFAM, en fait. Voilà. Le mot est lâché. On a raté un peu le train là-dessus au niveau de l'État, des collectivités, des accords cadres que l'État a pu conclure, que ce soit avec des sociétés comme Microsoft ou d'autres. Donc peut-être que là, c'est bien d'essayer de monter, de ne pas rater le train de l'IA dans une perspective de souveraineté et en gardant des dimensions éthiques. Et enfin, je pense que nous pensons que dans l'ESR, il me semble important de revaloriser, comme je l'ai dit, la partie expertise pédagogique. Et là, il va falloir faire des travaux dessus, que les gens se réunissent. Et comme l'a dit mon collègue M. Coste, il nous semble être pertinent que chaque établissement garde son autonomie là-dessus, qu'il y ait une sorte de mission d'ingénierie pédagogique, mais cette fois-ci avec vraiment des acteurs de terrain, constitués peut-être à part égale d'enseignants, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, pour justement essayer de piloter et d'accompagner cette transition-là. Voilà, c'était juste 3 points. Et on se tient à disposition, bien sûr, maintenant, lors de la table ronde et ultérieurement, de la commission pour aller plus loin sur ces points-là. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Messieurs les députés, la CFTC est ravie aujourd'hui de participer à cette table ronde. En tant que syndicat, on va dire plutôt général, effectivement, le côté du travail, mais aussi le côté de l'éducation est quelque chose de primordial et il nous intéresse beaucoup. La première question qu'on s'est posée, c'est de savoir si l'IA doit entrer dans l'éducation. Et la réponse, c'est qu'elle y est déjà. Maintenant, c'est comment l'IA peut-elle aider les enseignants et les étudiants. Et nous considérons que l'IA est un outil. Et ça, c'est, je dirais, assez important de le préciser. C'est un outil. Donc il y a 3 thèmes qui nous parlent et à qui on veut dialoguer. C'est un thème sur l'éducation. Quand on parle d'éducation, on parle des élèves et des étudiants. La formation et la souveraineté. En ce qui concerne l'éducation, on a fait beaucoup de recherches, on s'est beaucoup intéressé au sujet et une des questions qu'on s'est posées, c'était à quel âge faut-il commencer à apprendre à prompter ? Parce que beaucoup d'étudiants ou d'élèves utilisent, on ne va pas se cacher, aujourd'hui il y a une étude qui a été faite par l'INSERM qui nous dit que 80% des lycéens utilisent l'intelligence artificielle. Voilà. Je pense que les chiffres doivent être identiques, voire supérieurs au niveau des étudiants en université. Donc ça, c'était des choses qui nous intéressaient. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune étude neuroscientifique et pédagogique qui avait été faite jusqu'à présent, aujourd'hui. On a trouvé 2 recommandations, une qui a été faite par l'UNESCO et une qui a été faite par l'INSERM, qui indiquent l'âge potentiel pour apprendre à prompter serait de l'entrée en 4e. Ce qui pose déjà cette première réflexion, c'est les étudiants, les élèves et les étudiants d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain, ou les gens qui vont construire des sociétés de demain, et donc qui vont utiliser l'outil LIA. Si déjà à la base c'est faussé, l'arrivée va être, on va dire, mauvaise sur cette partie-là. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre en compte et qu'il faut réagir immédiatement. C'est la formation aujourd'hui des enseignants au promptage. Sur ce sujet-là, c'est pareil. On sait aujourd'hui, on a beaucoup étudié, on a beaucoup échangé avec différents professeurs pour savoir qu'est-ce qui était mis en place par l'éducation nationale pour accompagner le corps enseignant dans l'intelligence artificielle. Rien. Il n'y a rien. J'ai regardé dernièrement un rapport de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche. C'est le programme national de formation 2025-2026. Vous pouvez trouver sur Internet. Il n'y a absolument rien pour accompagner les professeurs sur ce sujet. Sachant que nous, un point essentiel pour la CFTC, c'est qu'on prône la liberté pédagogique. C'est-à-dire que le professeur doit apprendre à utiliser l'outil. Après, c'est à lui de savoir si l'outil, il veut l'utiliser avec ses élèves. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc, comme je vous disais, aucune formation dédiée à l'IA qui a été proposée sur cette partie-là. Beaucoup de personnes nous disent que l'utilisation qui est faite actuellement, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire l'IA fantôme, l'IA qu'on utilise de manière, on va dire, sans contrôle. Avec le risque, effectivement, je reviendrai sur la souveraineté des données, puisqu'il n'y a pas de contrôle sur ces données-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation, au sens large,
parce qu'il y a effectivement dans certains domaines des développements qui sont résiduels. Est-ce que dans ce sens-là, l'éducation nationale a un outil à proposer à l'ensemble aujourd'hui du corps enseignant? Non, il n'y en a pas. Le développement d'un outil aujourd'hui souverain français mettrait plusieurs années. Ça, il faut en être conscient. Ce qui déjà va nous conduire à avoir du retard. Et l'autre question qu'on s'était posée, c'était combien de temps faudrait-il aujourd'hui pour former l'ensemble des professeurs aujourd'hui? Je rappelle qu'il y a quand même 790 000 professeurs en France, 750 000, pardon, excusez-moi, dans le secteur public et 890 000 avec le secteur privé. Donc c'est quand même une masse d'éducation, d'apprentissage, alors peut-être pas à tous les niveaux qu'il va falloir, mais qui est quand même assez important. On nous parle qu'il faudra à peu près 4 ans pour former l'ensemble de ces professeurs-là. Vous rajoutez le déclenchement de l'outil, plus la formation pour pouvoir apprendre à des élèves et qui deviendront aussi des étudiants aujourd'hui, on est parti sur un certain nombre d'années. Vous voyez très bien le développement de l'IA et la vitesse aujourd'hui qu'elle se développe. Donc la France est très en retard sur ce côté-là. Et je pense qu'il y a, et je suis ravi honnêtement je fais une petite digression, mais je suis ravi que l'Assemblée nationale s'empare de ce sujet-là. Parce que je m'occupe de l'IA aussi au niveau du monde du travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Il n'y a pas de formation aujourd'hui dans le monde du travail. Et malheureusement, nous avons un patronat, MEDEF et CPME, qui refusent tout dialogue aujourd'hui et toute avancée sur le sujet. Donc, si les députés et le gouvernement avancent sur le sujet, je pense que vous seriez un moteur. Et un moteur essentiel dans le développement de l'IA pour dire avançons, parce qu'après, ce seront des futurs travailleurs. Le dernier point que je souhaite aborder, c'est la souveraineté. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'étudiants-chercheurs. Et on ne va pas se cacher, même si les étudiants disent qu'ils n'utilisent pas l'IA, je pense qu'une grande majorité utilise l'intelligence artificielle. 90% de la donnée est stockée aux États-Unis. 90%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos étudiants-chercheurs produisent de la donnée potentiellement récupérable par les Américains. C'est une réalité. C'est qu'il y a un travail de fond à faire sur sécuriser l'ensemble des données des étudiants-chercheurs. La souveraineté est quelque chose de primordial. Si aujourd'hui l'État avance sur cette partie-là, il faudra accélérer aussi dans la sécurité des données. Je ne vais pas m'étendre parce que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Le risque de décrochage massif de la France en matière d'éducation, il est réel. S'il n'y a pas vraiment une accélération forte. Vous pouvez être le moteur, comme je vous disais, et je souhaite vraiment que vous soyez un petit peu exemplaire pour que, après, la machine puisse se développer. Il y a une certaine urgence dans l'éducation, il y a une urgence dans la formation, et il y a une urgence dans la souveraineté. Bien. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, pour ces propos liminaires. Nous pouvons passer maintenant aux questions qu'a préparées Madame Calvez. À votre attention. Je vous en prie, Madame la rapporteure. À vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, en entendant vos différents propos introductifs, je me suis, au-delà même de ce qu'il y avait dans le questionnaire, noté quelques points. Je voudrais commencer sur la formation des enseignants. Monsieur Jean-Marc Sicuto, vous avez dit qu'il n'y avait pas de formation des enseignants. On a pu avoir des sons de cloche différents, notamment par ceux qui forment ces enseignants et qui considèrent que c'est mis en place. Je voulais du coup ouvrir la parole aux autres organisations. Quelle est votre appréciation aujourd'hui des possibilités de formation des enseignants sur les enjeux de l'IA, sur l'utilisation de l'IA? Qu'est-ce qui est mis en place à votre connaissance par les établissements? Qu'est-ce qui est mis en place par les enseignants eux-mêmes? Vous avez, Madame Susanna Séguin, dit qu'il y avait une auto-formation, mais qu'il fallait en avoir le temps, les moyens. Quelle est, votre vision sur l'état de la formation des enseignants, alors dans l'ESR, restons dans l'ESR.
Je crois que quand notre collègue a parlé de la question de la formation, il a parlé de 800 000 enseignants qui ne sont pas formés. J'ai l'impression que ça concerne le secondaire davantage que l'université. Nous ne sommes pas si nombreux, on l'aimerait, mais on est bien moins nombreux que cela. Les formations existent selon les établissements, il y a plus ou moins des choses qui sont faites et on fait circuler aussi entre collègues selon les disciplines ce type de formation. Je sais que j'ai reçu d'une collègue le catalogue de formation de Sorbonne Université avec des livrets de préconisation et d'auto-formation au promptage, par exemple, qui sont communiqués aux enseignants pour qu'ils découvrent ce type de choses. Dans ma propre université, il y a un atelier numérique qui se fait une fois par mois, auquel nous sommes conviés à participer pour des présentations et des formations, mais il faut qu'on puisse le faire parce que quand ça ne tombe pas un jour de cours, ça peut tomber un jour de séminaire ou le jour où il y a la sortie des enfants. Et c'est très difficile de pouvoir se libérer parfois pour ce type de formations qui sont très, très, très ponctuelles. Mais il peut aussi y avoir des cas où il n'y a absolument rien. Après, comme le disait mon collègue, cela relève aussi, il y a une question générationnelle sur l'accès à ce type de formation. Il y a une génération qui est plus ouverte à se former ou s'auto-former. Il y a des domaines de recherche qui vous imposent aussi de se former à ces connaissances. Dans le domaine des sciences, et des sciences humaines et des lettres, tout ce qui relève des humanités numériques fait qu'on est nécessairement confronté à l'utilisation de ces outils et que nous allons collaborer avec des chercheurs d'autres disciplines qui nous forment progressivement à l'utilisation de ces outils. Mais il n'y a rien de systématisé. Et l'information circule plutôt de mon expérience, par la bonne volonté des réseaux de collègues qui veulent se tenir informés et au niveau des départements ou des formations par la tenue d'activités de petits groupes d'enseignants qui tentent d'informer les autres. Non, mais il n'y a pas de systématicité dans la formation. En revanche, je suis d'accord, cela relève des universités et doit être fait au niveau disciplinaire, parce que la réalité dans les sciences et les lettres, les sciences humaines et les lettres ne sera pas la même dans les sciences dures, dites dures. Nous avons une grande chance et un grand problème pour nos étudiants qui pensent être très intelligents en faisant un mémoire de master en littérature du Moyen-Âge, en passant, ou de la première modernité en passant par les IA, c'est que 3/4 des informations leur échappent parce qu'elles sont dans les bibliothèques et pas sur Internet. Donc nous avons encore la chance de travailler sur des domaines qui ne sont pas du numérique. C'est une grande chance, ce n'est pas la même réalité pour d'autres disciplines. Donc il faut absolument que ça reste dans les domaines concernés. Merci. Je confirme effectivement ce que vient de dire ma collègue, effectivement, sur la situation variable selon l'âge des individus, selon la discipline. Il y a des formations qui sont faites de manière soit plus approfondie, soit de manière ponctuelle, mais on fonctionne quand même pour beaucoup sur l'auto-formation. Alors c'est vrai qu'effectivement, nous sommes des chercheurs, des enseignants-chercheurs, donc je veux dire, nous avons les outils. Mais face à un domaine qui évolue de manière extrêmement rapide, c'est beaucoup plus difficile. Et alors, le problème de cette auto-formation, c'est qu'elle demande du temps. Or, parallèlement, vous le savez, on en a discuté lorsque la commission des affaires culturelles et de l'éducation a évoqué le budget 2026, c'est qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs, et d'enseignants aussi, je le pense, sont contraints de plus en plus, pour faire face à l'afflux d'étudiants, de prendre des heures complémentaires. Ce qui leur fait délaisser une partie, donc leur travail de recherche, mais ce qui aussi leur prend du temps qu'ils pourraient utiliser pour se former à ces nouveaux outils. Et donc, il y a un contexte général qui ne favorise pas, je dirais, l'auto-formation parce qu'il y a une surcharge de travail, il y a toujours, je dirais, une course après le temps avec le calendrier universitaire, alors qu'il faut un peu de temps pour pouvoir appréhender ces nouveaux outils. Je pense que là, c'est un point aussi qu'il faut prendre en compte par rapport aux collègues et à leur positionnement par rapport à l'auto-formation. Alors,
par rapport à mes collègues, je viens d'une université plus scientifique où effectivement les gens se sont imprégnés plus rapidement de cet outil. Bon, je pense que la culture des enseignants dans le supérieur ou des enseignants-chercheurs est aussi un peu différente dans le sens où, par rapport aux secondaires, les gens n'ont plus l'habitude souvent de mettre à jour leurs cours et de s'imprégner des outils, en regardant aussi ce qui se fait dans l'industrie, en regardant ce qui se fait dans le monde socio-économique. Il y a derrière une notion de liberté pédagogique aussi qui est importante à regarder. Des formations à l'IA, il y en a, mais effectivement, le train est tellement rapide qu'il y a un besoin de renforcer ce côté-là de telle manière à pouvoir aller plus vite et que la majorité des collègues puissent s'en imprégner et puis ne pas se laisser non plus dépasser par les étudiants de telle manière à pouvoir s'assurer que les savoirs sont toujours acquis et de manière à ce qu'on puisse continuer à former des étudiants bien formés. Oui, une précision, puisqu'il était question, mon collègue à ma droite parlait de l'éducation nationale. Et dans le SAR, c'est un petit peu la même chose au final de ce que je peux observer, comme tu l'as dit. C'est beaucoup d'initiatives individuelles, des gens qui prennent à bras le corps. Dans mon université, un collègue a proposé une formation spontanément à l'ensemble des autres collègues. Donc ça s'est fait comme ça, un petit peu sous le manteau, on va dire. Il n'y a pas de cadrage, mais c'est pas mal aussi. Il faut laisser foisonner un petit peu cette énergie, ces volontés, pour après éventuellement les structurer dans des commissions disciplinaires, universitaires, locales, sans avoir de la lourdeur non plus, mais il faut faire émerger un peu ces initiatives. Pour terminer sur la partie, dans le second degré d'ailleurs, en ce moment même va se tenir dans l'Académie de Toulouse 2 jours consacrés à l'IA, qui ne sont pas encore dans le plan de formation, donc il y a tout un foisonnement et les gens se fédèrent peu à peu. Donc il convient maintenant juste d'accompagner ce mouvement qui va très vite. Ma collègue parlait aussi de former au prompt, donc certes c'est intéressant, mais comme je l'ai dit dans le propos liminaire, avec l'IA agentique, le prompt c'est déjà dépassé quoi, en fait. Donc voilà, c'est une réalité à prendre en compte. J'ai pas la réponse. Merci beaucoup. Excusez-moi, Madame la rapporteure, je vais juste préciser, enfin, je vais reformuler. Localement, il y a effectivement, comme les collègues ont dit, il y a des formations. Mais le programme national de formation PNF pour l'enseignement supérieur et la recherche, que vous pouvez trouver, hein, je vous le dis, hein, l'action 27, développer la formation de l'intelligence artificielle générative et autres, et son usage est réservé aux inspecteurs référents, semaine des langues, aux inspecteurs coordinateurs des langues et aux inspecteurs référents des langues. Et la dernière formation qu'on a vue, c'est pour les DRH adjoints des cadres académiques. Donc, quand nous, on parle effectivement il y a bien des formations locales, ça on le conçoit, mais une formation globale, ça, vous n'en trouvez pas. Et vous avez quand même un autre souci. Alors, il y a 890 000 globales, il y a 46 000 à peu près professeurs agrégés. La moyenne d'âge est des plus de 50 ans et de l'ordre de 57%. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui... les professeurs agrégés, aujourd'hui, la moyenne des plus de 50 ans, ça représente 57% des 46 000%. La pyramide d'âge va être aussi importante aussi dans ce domaine-là. Vous venez justement de terminer votre propos sur les possibles fossés générationnels qui peuvent s'agrandir. On avait aussi soulevé la question de l'inclusion. Alors, avec un paradoxe, d'un côté, on peut déplorer qu'il y ait de l'électronisme qui va encore bien être un obstacle à l'utilisation d'outils IA, mais parallèlement, et c'est là où c'est un paradoxe, on a aussi des outils IA qui permettent d'inclure davantage des personnes qui peuvent être porteurs de 10 ou de handicap qui, dans le cadre d'un enseignement global, eh bien, n'ont pas forcément assez d'individualisation de l'accompagnement par les professeurs. Et là, par des outils d'IA à disposition des professeurs ou à disposition des étudiants, on a une possibilité d'améliorer les apprentissages. Comment voyez-vous les bénéfices et l'utilisation de la personnalisation par les outils IA? En avez-vous déjà constaté des bénéfices pour un meilleur apprentissage des étudiants ou au contraire, est-ce que finalement ça ne rejoint pas toutes ces promesses? Encore une fois, cela relève de pratiques individuelles.
tout d'abord, une petite remarque par rapport à ce que vous disiez, c'est tout à fait paradoxal, vous avez raison, cela peut aider, mais déjà, nos sites Internet universitaires ne sont pas adaptés, ils ne sont pas accessibles, parce qu'on n'a pas le moyen de les faire, ni le personnel pour le faire. Donc, les outils existent, mais il faudrait qu'on puisse déjà les mettre en place. Ça, c'est un premier point. Par rapport à l'utilisation, je pense que cela doit dépendre pour beaucoup des disciplines. Ce n'est pas quelque chose qui, à ma connaissance, a été systématisé. J'ai essayé de le mettre en place, non pas pour améliorer les connaissances ou les pratiques pédagogiques des étudiants, mais pour les inviter à avoir une réflexion métacritique sur les outils. Et donc, en quelque sorte, les confronter au biais interprétatif des intelligences artificielles dans l'approche des textes anciens, notamment, où une partie de la bibliographie critique échappe complètement aux IA parce qu'elle n'est pas disponible numériquement. Et d'autre part, pour montrer que les IA peuvent inventer des références, inventer des citations qui n'existent pas. Donc tout simplement leur faire une bibliographie critique sur un roman du XVIIe siècle et après les envoyer à la bibliothèque chercher les livres qui n'existent pas. Et donc les confronter à la réalité des pratiques de l'IA avec la recherche par elle-même, ou proposer de faire un texte sur IA et après le commenter par rapport à ce qui a pu être discuté en cours. Mais encore une fois, cela relève de pratiques personnelles plus que collectives. Je n'ai pas vu d'amélioration au niveau des connaissances. J'espère que cela les aura invités à regarder l'outil qui peut être intéressant en soi avec une distance critique. Mais pas d'amélioration, du moins dans ma discipline précise. Oui, moi je voulais revenir sur la personnalisation. L'IA, c'est quand même un outil qui est relativement formidable de ce point de vue-là, parce qu'il va permettre de pouvoir générer une quarantaine de sujets d'annales en un prompt, qui va pouvoir générer des exercices qui vont pouvoir être graduels et que l'on va pouvoir donner aux étudiants. Néanmoins, à un moment donné, il y a un besoin de contrôle de l'enseignant, de vérifier que le travail qui va pouvoir être réalisé par l'étudiant, c'est son propre travail. Et donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est au moment là où on est un peu démuni, c'est sur les évaluations, même en salle, où les étudiants sont parfois très habiles sur l'utilisation du téléphone portable et puis sur le fait d'avoir accès à des réponses très très rapidement. Et donc là, on a un vrai sujet de réflexion, à mon avis, là-dessus, sur comment évaluer finement les étudiants de telle manière à ce que le travail soit fait correctement. Alors, j'ai la chance de participer à une étude qui est faite par Laboria, de l'INRIA, depuis 2 ans désormais, sur l'intelligence artificielle. Et un des thèmes que je travaille avec des chercheurs, c'est justement l'inclusion. Je vous dirais que oui, l'IA permet de faire des choses qui sont assez intéressantes. Moi, j'ai vu, grâce à cette étude-là, on s'était posé la question, c'est comment aujourd'hui permettre d'intégrer, que ce soit les salariés ou des étudiants qui sont en situation de handicap. On a vu des exemples de Cannes, par exemple, qui sont équipés avec de l'intelligence artificielle qui permet à la personne de pouvoir se déplacer plus facilement. Ou également des personnes qui ont des problématiques de cécité. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de retranscrire beaucoup plus facilement les cours sur cette partie-là. Donc il y a des outils. Ces outils-là sont encore des outils qui ne sont, je dirais, à l'état pas encore ouvert au grand public. Il y a une nécessité d'accélérer sur cette partie-là. Mais à travers ces outils-là, il y a une autre question qu'on doit se poser et que je dirais qu'on peut se poser, c'est le risque de fracture numérique, où certains pourront effectivement s'équiper avec ces outils-là, d'autres ne pourront pas. Donc les outils commencent à apparaître grâce à l'intelligence artificielle, on le voit. C'est encore souvent des projets. Il y a une nécessité d'accélérer aujourd'hui l'accessibilité de ces outils aux personnes qui seraient en situation de handicap.
Merci beaucoup. Je voudrais maintenant revenir à la question des données. Vous avez été plusieurs à la soulever. Donc, d'un côté, nous avons, grâce à l'intelligence artificielle, la capacité de produire des données. Parfois, on a aussi, avec l'intelligence artificielle, une profusion de données fausses. On a aussi la question du pillage des données, vous l'avez mentionné, sans le consentement de ceux qui en sont à l'origine, et puis que ce soit pour l'entraînement, ce soit aussi, et ça c'est la question de la souveraineté des données, c'est à l'extérieur, on peut en faire ce qu'on veut, donc comment on peut trouver un équilibre entre ce que nous apporte l'IA pour nous aider à créer de la connaissance et à la diffuser. Et d'autre part, comment faire respecter le consentement, l'autorisation qu'on doit donner pour utiliser les données, ces connaissances que nous avons produites. C'est une excellente question sur laquelle nous réfléchissons, mais à laquelle, personnellement, au sein de QSF, on est incapable d'apporter des réponses. On associe la réflexion de juristes, éminents juristes, qui réfléchissent notamment sur la question de la liberté académique, comment concilier cette protection avec la question de la liberté académique et la protection des données. On s'inquiète aussi, comme je vous le disais, au niveau de la simple transmission des dossiers d'évaluation des candidatures à des postes universitaires ou des dossiers transmis au Conseil national des universités, qui sont tous transmis par voie électronique et parfois peuvent relever de thèses plus confidentielles. Est-ce qu'elles sont suffisamment protégées ou pas? Mais ce sont des éléments sur lesquels nous-mêmes, nous n'avons pas de réponse. Nous sommes incapables parce qu'il y a des intérêts croisés qui apparaissent. Il y a la question légale, il y a la question technique, il y a la question éthique. Et nous n'avons pas de réponse. En tout cas, pour nous-mêmes, c'est une des questions majeures. Affirme également aussi notre incertitude face à ce souci, effectivement. Il y a des aspects juridiques, éthiques, pour lesquels nous n'avons pas encore de réponse, peut-être parce qu'on manque un peu de recul, puisque le développement est quand même encore relativement récent. Alors, pour mettre tout le monde à l'aise, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais moi, je veux bénéficier de votre expérience pour peut-être des exemples d'utilisation de papier ou d'outils pédagogiques qui ont été dont vous avez constaté l'utilisation éventuellement pour entraîner des modèles d'IA, ou est-ce que, c'est plus, on n'a pas de réponse définitive sur le sujet, mais je veux avoir de votre part des réflexions, presque plus que des réponses définitives. Non, juste un petit point qui n'est pas forcément lié à l'IA, mais qui est lié, comme vous dites, finalement à la souveraineté, puis à la maîtrise de ce qu'on a produit. Et le fait, par exemple, de découvrir, par hasard, en faisant des recherches sur Internet, que vous avez certains de vos articles, de vos ouvrages qui ont été numérisés par Google, sans que vous ayez été absolument informé. C'est toujours surprenant. Et ça montre effectivement, et alors là c'est l'époque avant l'IA, mais que donc aujourd'hui, je dirais, tout ce qui a été numérisé, tout ce qui est sur plus ou moins les réseaux, est accessible à l'intelligence artificielle. Même s'il y a encore quelques domaines, ma collègue citait les ouvrages qui sont dans les bibliothèques, un certain nombre d'outils de recherche qui ne sont pas, qui sont en ligne, mais avec un accès un peu limité, pas forcément lisible par l'IA. Il y a encore un certain nombre de garde-fous, mais qui ne vont pas tarder à sauter, bien évidemment. Si je peux intervenir, il peut arriver aussi qu'en lisant des travaux d'étudiants, on se trouve cité soi-même. J'ai l'impression que les étudiants aiment bien vous citer parce qu'ils vous font plaisir de vous montrer qu'ils ont lu vos articles. Et vous découvrez que certains de vos articles ont été publiés sans votre consentement. Et on se retrouve confronté à un paradoxe, c'est qu'à l'enseignement supérieur et à la recherche, on est obligé de déposer, on en parlait, ou du moins de communiquer toutes nos publications sur un outil public qui s'appelle HAL, les archives ouvertes, et que ces archives ouvertes sont moissonnées systématiquement par les IA. Et donc, on est cité par des IA, sans qu'on ait donné le consentement,
Mais on a donné le consentement de publier sur HAL. On est obligé de le faire. Donc c'est une situation tout à fait paradoxale. C'est que pour nos évaluations de nos laboratoires de recherche, de nos formations, on est obligé de rendre compte de tout ce que nous faisons. Et en faisant ça, on prête le bâton pour se faire battre par ces IA qui sont générées ailleurs. Hein. Et là c'est vraiment, on est piégé dans cette situation. Et on n'a pas de solution. Juste pour rebondir sur cet exemple des archives ouvertes, donc vous avez une obligation de les déposer, mais je ne sais pas quelle est l'entité juridique qui gère les archives, mais en fait, est-ce qu'il y a eu une mise à jour des réflexions en disant, voilà, nous, on vous demande expressément ou pas expressément de donner votre autorisation pour que nous, archives ouvertes, on puisse mettre à disposition ces papiers, si on peut dire, à des fournisseurs d'IA. Alors, je dirais, pour HAL, c'est implicite. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça sert notamment pour l'évaluation des laboratoires par la HCERS, qui va pouvoir mesurer la production scientifique d'un laboratoire ou d'un chercheur. Donc nous sommes incités soit à le faire par nous-mêmes, soit c'est le système, les services de documentation qui le font. Alors, on est tenu, si on veut être valorisé, à donner les titres, le contenu, les références de notre travail. Par contre, pour le contenu lui-même, on peut parfois le faire, parfois il n'y a pas de communication en ligne du texte de notre article. Voilà. Soit on peut donner le titre, donc la communauté sait que vous avez travaillé sur tel sujet. On peut, dans certains cas, avec certains accords, en fonction des éditeurs, des durées, voilà, l'éditeur se réserve la publication pendant un certain nombre d'années et après vous êtes libre de diffuser. Et donc il y a des situations extrêmement variables. Mais je dirais que c'est implicite. Si on met sur le site le texte même de notre travail, on sait qu'il sera utilisé par la communauté et puis par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais donner la parole. Il y avait le collectif 384, puis monsieur également, plus généralement sur la production de données, l'utilisation et la disponibilité des données. Oui, merci. Là encore, que des questions, pas vraiment de réponses. Mais sur les données, c'est lié même à la caractéristique de ces grands modèles de langage qui moissonnent tout Internet, toutes les données ouvertes. C'est par construction, donc c'est déjà fait, c'est déjà là, les données sont déjà parties. Est-ce que c'est bien ou pas, là c'est un autre débat, puisqu'il est question de droit d'auteur aussi, mais il y a aussi la question des données qu'on peut injecter. Mon collègue parlait du shadow IA aussi, dans les universités, les entreprises au sens large. On peut avoir tendance à utiliser de plus en plus et à injecter nos datas. Des dossiers perso, des dossiers d'évaluation, un rapport d'un industriel qu'on n'a pas eu trop l'envie de lire, enfin c'est un cas imaginé, hein, pardon, hein, d'accord. Mais voilà, donc ça aussi, c'est une problématique. À partir du moment où c'est injecté dans le modèle, on est juste prié de faire confiance aux conditions d'utilisation de ces acteurs étatiques américains ou chinois, enfin, pour le dire simplement. Même si on a coché la case comme quoi ça resterait juridiction européenne, on n'a aucune garantie. Voilà, il faut être clair là-dessus, c'est aucune. Je salue au passage, petite digression, puisque là on parle de l'IA, donc d'une problématique informatique. Il y a aussi récemment la DINUM, la division du numérique, qui a entrepris une migration de tout le système d'exploitation au-delà de Windows, qui est quand même aussi une boîte noire qui équipe nos services étatiques. Donc on ne sait pas ce qui se passe. On est là encore prié de faire confiance. Donc je pense que la DINUM et peut-être nous ici, d'autres, vont amorcer un mouvement pour retrouver un peu de la souveraineté, en fait, sur nos datas. Et enfin, cette souveraineté, on parle aussi de droit d'auteur. Là aussi, je n'ai pas non plus la réponse, mais il faut trouver aussi un équilibre entre sauver les données personnelles, le droit d'auteur et aussi l'innovation. Donc, je trouverais dommage alors je vais choquer peut-être, hein, de tuer et de sacrifier l'innovation sur l'autel du droit d'auteur. Donc là, je n'ai pas la réponse. Je sais que le Sénat a voté très récemment un texte qui, à titre personnel, ne semble pas aller forcément dans le bon sens. Voilà, je sais pas. Merci. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est comment Google a utilisé son système de traducteur, comment il a appris à son IA à apprendre aujourd'hui à traduire. Il s'est servi des traducteurs de la communauté européenne pour entraîner son IA à traduire. Donc la donnée qui est des traducteurs est libre. Ah,
Il y a un petit écho, ouais. La donnée est libre. Et donc, on a entraîné l'IA de Google avec les traducteurs de la communauté européenne. Voilà, c'est ce qui vous montre aujourd'hui comment la donnée, à quoi elle peut servir. Alors, on a un outil quand même en Europe qui s'appelle le RGPD, qu'il faudrait le certifier sur ces points-là. Le problème de la donnée, c'est que vous avez deux échelons. Vous avez l'industriel où il va effectivement garder sa donnée parce qu'il y a un secret industriel. Aujourd'hui, il faut être clair. La question, c'est du jeu de données. C'est ça aujourd'hui qui est important. C'est à partir de quelle IA on a appris aujourd'hui à traduire. C'est pas dans la donnée en elle-même, c'est dans le jeu de données qui a servi et qui a permis la traduction ou l'application. C'est là où je dirais il faut avoir une certaine vigilance sur la souveraineté sur cette partie-là. Mais comme vous le voyez, toutes ces données qui circulent aujourd'hui, elles sont captées aujourd'hui par les GAFA complètement, ou par les nouveaux GAFA, pour aujourd'hui entraîner leur machine. Parce que c'est que des questions d'entraînement. C'est des outils qui s'entraînent en permanence. Voilà où aujourd'hui on en est. Donc la RGPD peut être aujourd'hui un moyen pour garantir une certaine souveraineté. Merci beaucoup. Dans les propos aussi, je voudrais qu'on... Vous avez parlé de la jurisprudence, Monsieur Coste, contradictoire, c'est l'art de la jurisprudence aussi, mais ça soulève la question de l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quel est le bon niveau normatif ? On a dans les établissements d'enseignement supérieur l'existence de chartes. Est-ce que, à votre connaissance, et sans doute dans les établissements dans lesquels vous êtes, est-ce qu'il en existe ? Comment ont-elles été élaborées ? Est-ce que cette charte doit être faite par école doctorale ou pour tout le monde ? Est-ce qu'il doit y en avoir une pour les étudiants, une autre pour les professeurs ? Donc, quel est le niveau d'encadrement de ces chartes ? Et puis, plus globalement, c'est quelle est leur utilité quand on va devant la justice administrative ? Quel est aussi ce que l'on doit faire d'après votre expérience ? Là aussi, je ne demande pas de réponse définitive, hein, mais on a des enjeux qui sont au niveau national, mais aussi au niveau européen. Vous êtes, par le contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche, en lien, souvent, avec des personnels d'autres pays. Comment on peut déterminer ce qui, pour l'ESR, est le bon niveau normatif ? Alors, c'est un sujet complexe, bien évidemment, sur lequel les avis sont ne sont pas identiques. En ce qui nous concerne, puisqu'on est notamment attaché à la liberté académique, à l'autonomie des établissements, c'est effectivement au niveau de chaque établissement, des écoles doctorales, puisqu'il y a des situations différentes entre les scientifiques, les sciences humaines, les juristes, mais ça pose plusieurs problèmes. Ça pose notamment le cas, par exemple, des thèses qui peuvent être en codirection ou en co-tutelle avec des établissements français ou des établissements étrangers qui n'auraient pas la même charte. Donc là, ça supposera, je dirais, la mise en place de conventions complémentaires pour faire face à une diversité de positionnements. Donc voilà, ça c'est un point qui nous semble important. Et puis bien évidemment, le fait qu'il y ait une charte sur laquelle s'engagent les enseignants et les étudiants peut permettre un peu mieux de cadrer le travail des tribunaux s'il y a contestation. S'il n'y a rien, je dirais, voilà, on va suivre le tribunal administratif de Paris qui a dit il n'y a pas de règle, donc je ne peux pas sanctionner. Donc il est important qu'il y ait ces règles. Et alors, pour ce qui est de la différence entre enseignants et étudiants, nous formons à la recherche. Donc nous formons de futurs chercheurs, de futurs enseignants-chercheurs, de futurs chercheurs. Donc je pense que dès qu'ils sont étudiants, par exemple en master, il faut leur indiquer un certain nombre de pratiques éthiques, comportementales, pour qu'ils puissent les poursuivre au niveau de leur carrière. Et puisqu'on évoquait la situation des étudiants et des enseignants, et je rebondis sur ce que disait mon collègue, la situation est urgente parce qu'actuellement, dans les universités, les étudiants que nous avons, ce sont des étudiants qui ont peu connu l'intelligence artificielle dans leur cursus secondaire. Dans quelques années, vont arriver à l'université tous les jeunes dont on nous parlait, qui, dès le collège, commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Et donc là, il risque d'y avoir un choc, je dirais, entre la génération de ces futurs étudiants et le corps enseignant, s'il n'est pas préparé.
Donc on a encore quelques années, mais je pense qu'il faut accélérer la réflexion et la prise de décision. Je vous remercie. Si je peux, au niveau des établissements, c'est assez disparate, mais je pense que ça se généralise, le fait d'avoir des chartes par rapport à l'intelligence artificielle, et elles sont établies en accord avec les écoles doctorales pour qu'il n'y ait pas contradiction entre les chartes des établissements pour éviter justement les faits de jurisprudence. Cela ne règle pas tout, c'est un engagement entre des personnes de bonne foi, et on peut aller même jusqu'à faire signer en début d'année à des étudiants une charte au niveau des formations dans lesquelles on les incite à s'engager à ne pas utiliser d'IA. Mais comme le mensonge, hein, ça n'engage que celui qui y croit, hein, ça n'empêche rien du tout. Et le problème majeur, c'est que arrivé au tribunal, quand il s'agit d'apporter des preuves de l'utilisation de l'IA, c'est extrêmement difficile souvent de le prouver. Et cela ne peut se faire parfois que dans le cadre, pour le master par exemple, des soutenances où, pardonnez-moi le terme, on cuisine un peu les étudiants pour voir s'ils maîtrisent les sujets véritablement ou s'ils n'ont fait que reprendre des éléments d'ailleurs. Enfin, pour la question des collaborations internationales, la solution que mon école doctorale a trouvée, entre autres, ça a été de consigner dans les conventions des co-tutelles ou de collaboration. C'est moins facile dans le cas des co-directions parce qu'il n'y a pas de convention spécifique, mais dans le cas de co-tutelle de thèse où il y a des conventions, il y a toujours des articles particuliers stipulant les conditions de l'utilisation de l'IA afin d'harmoniser les pratiques entre les établissements internationaux et les établissements français. Oui, alors mes collègues parlent des écoles doctorales. Enfin, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas que les écoles doctorales, hein. Il y a les formations licences, il y a les formations BUT qui existent avant. Et il y a beaucoup d'étudiants qui s'arrêtent à ce niveau-là. C'est des gens qui, derrière, seront techniciens, seront employés dans différentes entreprises ou peuvent être amenés à créer leur propre entreprise eux-mêmes. Il y a des chartes qui existent et puis actuellement il y a des étudiants qui sont sanctionnés lorsqu'ils sont pris avec l'usage de l'IA parce que c'était écrit dans la charte. Moi, ce qui m'interroge, c'est plutôt est-ce que l'étudiant a réfléchi finalement à où sont allées les données et pourquoi il met simplement son nom sur un travail qu'il fait. En fait, là derrière, l'étudiant veut simplement avoir une bonne note. Et donc là, je pense qu'il y a un travail de la part des enseignants auprès des étudiants pour leur faire comprendre que, effectivement, si au bout d'un moment, tout le monde utilise en permanence l'intelligence artificielle et que l'objectif, c'est simplement d'avoir une réponse instantanée, au bout d'un moment, il y a quand même une dégradation de la connaissance, il y a une dégradation de l'innovation. Et que là, il y a un réel travail de la part des enseignants pour mobiliser la communauté étudiante pour qu'elle s'empare de la connaissance et qu'elle puisse comprendre l'importance de poursuivre les efforts sur la joie d'apprendre et sur le fait. Une IA, c'est aussi un outil statistique qui va lisser les réponses, donc qui va enlever finalement la nature un peu personnelle qui pourrait y avoir dans un document. On voit en fait à travers les lettres de motivation que l'on reçoit sur Parcoursup, qui sont toutes identiques parce que toutes rédigées en fait avec le même outil. Une IA, c'est un outil en fait qui a tendance à reproduire des biais. Et donc là, il y a vraiment un vrai travail. Tout à l'heure, on parlait de la formation des enseignants, mais il y a aussi, au-delà du prompt, sur comment est-ce que l'IA fonctionne et pourquoi est-ce qu'elle reproduit des biais? Parce qu'elle a été apprise sur un modèle statistique, parce qu'il y a de la reproduction des données d'apprentissage qui sont utilisées. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire aussi sur former nos étudiants à cet usage. D'ailleurs, c'est dans le programme des bachelors universitaires de technologie, il y a une nouvelle maquette qui va arriver, il va y avoir un module là-dessus, sur l'utilisation de l'IA, sous l'angle éthique, données. Et après, j'espère, la partie un peu plus technique. Sur la partie formation, c'est vrai que parfois, alors, réflexion personnelle, une charte, ça peut être malheureusement souvent, on va dire, une mauvaise solution à un vrai problème, je ne sais pas. Et comme vous l'avez dit,
les mensonges, les mensonges, voilà, ça engage que ceux qui les croient. Enfin, vous voyez l'idée, mais là, on a un tel saut qualitatif d'utilisation dans les apprentissages que peut-être que parfois, il faut en amont, nous, revoir un peu des modalités de formation, des contenus. Et là, bon, là, encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais si notre travail consiste à évaluer un fichier, comme je le fais aussi, peut-être qu'il faut changer là. Il faut voir quelles compétences transmettre et trouver d'autres modalités d'évaluation. Nous, dans ma pratique, les mémoires des étudiants ont beaucoup augmenté en qualité. Il n'y a plus une seule faute d'orthographe, tout est bien structuré. Enfin, c'est magnifique. À la limite, est-ce que je les lis? Enfin, je les envoie à un moteur de GPT avec la grille, il peut très bien me donner une évaluation aussi. Vous voyez, donc ça questionne, bon, non pas ma parade ici oratoire, hein, excusez-moi, mais ça questionne le fait même de demander ce genre de travail aux étudiants. Mais là, bon, là aussi, j'ai pas la réponse. Mais je pense qu'empiler encore une charte, oui, peut-être qu'il faut, en tout cas, il faut en faire une pour que l'université puisse se couvrir effectivement, juridiquement, en cas de contestation, mais c'est pas vraiment la solution. Voilà, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Merci beaucoup pour nos échanges. Le président Chudeau a dû se déconnecter malheureusement pour un souci technique, mais c'était il y a quelques minutes, donc il a entendu bien sûr l'ensemble de nos échanges. Vous avez effectivement pu aborder plusieurs points du questionnaire. Vous pouvez aussi nous faire parvenir des éléments supplémentaires à ces questions. Et comme nous savons très bien que tout évolue de semaine en semaine, nos travaux se poursuivant jusqu'à fin juin, n'hésitez pas à aussi donner des mises à jour de vos versions de vision de ce que l'IA représente dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup.